bonsoir à tous. On va démarrer cette table ronde si vous le voulez bien. Je vais commencer par me présenter et ensuite introduire nos nombreuses invités sur cette table ronde hortithérapie quand jardiner soigne. Et je pense que nous allons avoir des échanges fort intéressants. Alors donc je suis le docteur Albouy, je suis médecin, enseignant-chercheur et responsable du service de santé publique au CHU qui notamment développe des activités de promotion de la santé, dont un petit peu d'hortithérapie. Je vois d'ailleurs une collègue dans l'Assemblée dans une plateforme qui s'appelle Villa Santé. Et je pense que je vais apprendre beaucoup de choses de vous cinq. Donc merci aux organisateurs de m'avoir confié la tâche d'animer cette table ronde, au cours de laquelle vous aurez bien sûr la parole. Hein. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez échanger avec nos différentes intervenantes et discuter autour de 5 questions principales, je pense. Qu'est-ce que l'hortithérapie ? Qu'est-ce que sont les jardins de soins ? Donc on reviendra sur ces notions. Quels en sont les bienfaits pour notre santé, pour notre qualité de vie, pour notre bien-être. Et surtout, tout ça à partir d'expériences très concrètes de terrain. J'ai tendance à dire que c'est le terrain qui nourrit la réflexion et qui développe les expériences de santé, qui permettent justement qu'elles se développent dans différents contextes. Et on terminera cette table ronde sur les enjeux du développement de l'hortithérapie ou du jardinet pour le soin. Voilà, très succinctement. Est-ce que ça vous convient, mesdames, comme programme ? Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter Madame Paul Leblé au centre, qui prendra la parole juste après que j'ai présenté toutes les intervenantes. Vous êtes infirmière, vous avez écrit un livre, Créer des jardins de soins, dont vous pourrez largement nous parler. Et vous avez été formatrice aussi pendant de nombreuses années dans le jardin de Chaumont-sur-Loire, qui est un espace absolument magnifique que je vous invite tous à découvrir, avant de devenir chargée de développement pour le jardin dans le domaine du soin. Donc vous pourrez revenir effectivement avec nous sur qu'est-ce que l'hortithérapie, le jardinet pour le soin. Avec nous aussi Madame Véronique Pailloux, assistante sociale au centre Henri Laborie. Vous avez été pilote avec le docteur Roland Bouquet, qui est à votre droite, pilote du jardin thérapeutique pour les personnes âgées, puisque madame, vous êtes psychiatre pour les personnes âgées au centre Henri Laborie. Et puis avec nous également Madame Cécile Baudin-Adjri, c'est ça ? Je l'ai prononcé correctement, excusez-moi. Vous êtes pharmacienne, on dit, au centre Henri Laborie, et vous nous ferez une présentation avec Madame Mariano, que vous êtes infirmière, et toutes les deux, vous portez un projet d'aromathérapie que vous nous présenterez également. Voilà. Alors si je n'ai pas été tout à fait complète, je vous propose de compléter votre présentation lorsque vous aurez la parole. Alors, dans un premier temps, si vous le voulez bien, on va s'intéresser à qu'est-ce que le jardin de soins. Et peut-être, Madame Leblé, je commencerai par cette question. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que jardiner pour le soin ? Ou peut-être plus largement pour la santé. Alors, jardin de soins. Alors, le jardin de soins, j'aime à rappeler que ça reste un jardin, parce qu'il y a beaucoup de dérives avec des aménagements qui pourraient être faits sur l'extérieur et qui finalement sont beaucoup plus dans le minéral que dans le végétal. Donc un jardin de soins, ça reste avant tout un jardin. Donc on va être plus sur de l'ordre du 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de végétal pour 1 tiers de minéral sur le jardin. Ensuite, ça va être un espace donc extérieur, un jardin qui va être aménagé en fonction d'un public spécifique. Donc, ça va être multitude de publics, parce que quand je dis un public spécifique, c'est en fonction, par exemple, d'une pathologie ou d'un souci bien spécifique, je ne sais pas moi, de l'arthrose, un service spécialisé dans pédopsychiatrie, ou ça peut être toute pathologie ou problème de santé, en tout cas,
pourrait amener à créer un espace qui serait dédié à ce public-là. Donc, vous imaginez un peu toutes les possibilités. Donc, un espace végétalisé qui correspond à un public spécifique et pour lequel on va aussi projeter des objectifs thérapeutiques. Alors, les objectifs thérapeutiques vont dépendre évidemment du public qui va bénéficier de ce jardin. Donc, il y a tout ça dans jardin de soins. Dans le jardin de soins, par contre, il y a 2 dimensions généralement. On va le faire de manière schématique. Il y a toute la partie qui va être de l'ordre de l'immersion, c'est-à-dire être dans un lieu vert, végétalisé. Donc là, on va déjà avoir des bénéfices pour notre santé. Ça, il y a des études qui vont l'appuyer, on reviendra peut-être là-dessus. Et puis, il y a la partie plus faire au jardin, où là, qui va correspondre à ce qu'on appelle l'ortithérapie, donc pas l'ortie qui pique, mais l'ortie avec un H. Et là, ça va être du faire au jardin. Donc, ça va être des ateliers qui vont être menés généralement par des soignants, mais ça peut être aussi des associations dans le cadre d'accompagnement de personnes fragilisées, où là, on va vraiment jardiner tout simplement, mais derrière, il y aura des objectifs qui auront été visés avec et pour le patient. Merci. Peut-être à ce stade, parce que j'ai lu aussi des expressions comme jardinothérapie. Alors, vous venez d'évoquer l'ortithérapie avec un H. Je trouve que la sémantique est intéressante d'ailleurs. Quelle différence faites-vous entre jardinothérapie et ortithérapie ? Alors, il faut savoir que dans les termes utilisés, c'est encore un peu la guéguerre dans le milieu. Donc, moi, j'allais dire, choisissez un camp et trouvez les arguments qui vous permettent de vous rattacher à ce camp-là. Comme moi, j'utilise jardin de soins, dans mon livre, j'explique pourquoi je choisis jardin de soins plutôt que jardin thérapeutique. Il y en a d'autres dans les professionnels qui sont dans ce réseau-là aussi. Non, il faut parler de jardin à visée thérapeutique, c'est-à-dire on tend vers le thérapeutique. Voilà, donc je pense qu'il faut choisir un terme, essayer de le comprendre dans sa globalité. Moi, je préfère le soin parce qu'il y a une notion de réciprocité aussi avec le vivant, avec le végétal. Il y a le prendre soin, donc, et ça, je trouve que on se rapproche plus de la notion du care en anglais. Donc voilà, donc moi j'ai choisi mon camp, choisissez le vôtre. Après on peut être amis quand même si vous choisissez un autre terme, mais voilà, après c'est de l'ordre de la sémantique. Très bien, et vous avez dit le care, c'est important effectivement, le cure, le care, les bienfaits reconnus, vous évoquiez tout à l'heure des études ou expérientielles, ou est-ce que vous avez des données expérientielles ou des données scientifiques ou probantes comme on dit, sur les bienfaits de cette ortithérapie, jardinothérapie, jardin de soins, pour rassembler tout le monde dans la sémantique? Il y a une multitude en fait d'études qui ont été menées sur les bénéfices en fait qui pourrait avoir la nature sur notre santé. Alors il y en a qui sont très pointus, il y en a qui sont plus larges, le fait d'être en immersion. Il y a plusieurs études et plusieurs personnes qui font référence dans le milieu de l'ortithérapie et des jardins de soins. Il y a un couple qui s'appelle les Kaplan, qui sont professeurs en psychologie environnementale, où eux, ils se sont plus intéressés à la partie immersion dans la nature, où ils se sont aperçus que, en fait, quand vous êtes en immersion dans la nature, votre cerveau, il se câble sur une onde, l'onde alpha. Et donc, ça va apporter un apaisement. Ça va éviter que vous cogitiez trop. Vous savez, vous avez des pensées, vous avez une multitude de pensées en permanence. Même quand vous pensez ne rien faire, justement, vous faites, votre cerveau, lui, il mouline. Et en fait, rien que ça, eux, ils ont étudié ça. Donc, il y a ce couple-là, les Kaplan, où ils se sont aperçus de ça. Ils ont
aussi quantifié ça. Ils ont vérifié aussi notre taux de cortisol, donc à savoir s'il y avait une baisse du stress, de l'anxiété. Donc tout ça, ça a été aussi étudié. Il y a la fameuse étude aussi de Roger Ulrich. Donc là, lui, on appelle ça la théorie de la savane. En fait, c'est la vue qu'on peut avoir. Lui, il est dans le domaine de l'architecture. Mais il s'est intéressé, il s'est dit, est-ce que l'architecture des bâtiments qui accueillent des personnes qui ont besoin de soins, est-ce que ça impacte finalement sur sa santé, sur la santé du patient? Et lui s'est intéressé à la vue de la chambre. Donc à savoir, est-ce que si j'ai la vue sur un autre bâtiment ou sur du verre, ça change quelque chose au niveau de ma santé? Et en fait, oui, là aussi, ça a changé. Ça change énormément les choses. C'est-à-dire que les gens étaient hospitalisés moins longtemps, ils récupéraient plus vite, et ils avaient besoin de moins d'antalgiques. Donc c'est quand même énorme. Il y a aussi des études qui ont prouvé que lorsque quelqu'un était hospitalisé par temps de pluie, il avait plus de facilité à récupérer, à aller plus vite et souffrait moins de stress. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié aux ions négatifs, en fait, qui sont produits lorsqu'il y a de l'eau qui est en mouvement autour de vous. Donc, il y a plein d'études comme ça qui viennent renforcer l'idée que le fait d'être déjà dans la nature, ça permet une diminution du stress, un apaisement au niveau des pensées, mais aussi pour les sportifs aussi, c'est une méta-analyse, donc c'était 25 études, je crois, en Angleterre, voilà, où ils se sont aperçus aussi que faire du sport à l'intérieur et être en mouvement sur l'extérieur, ça n'avait pas du tout le même impact sur la santé et aussi sur la continuité des efforts. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait son jogging sur l'extérieur aura tendance à continuer plus longtemps les exercices sur une plus longue durée. Je veux dire, au lieu d'arrêter au bout d'un mois, il aura tendance à le faire plus longtemps, et que quelqu'un qui est sur un tapis dans une salle et encore plus devant des écrans, parce que maintenant on met des écrans, sauf que les écrans, il faut savoir, tout ce qu'on a là, ça produit des ions positif. Donc ça vient en fait contrecarrer l'effet bénéfique des ions négatifs sur notre santé. Donc tout ça, ce sont plein d'éléments qui nous font penser que effectivement, si je mène quelqu'un à l'extérieur de fragilisé, notamment l'immersion va lui faire du bien déjà, mais le fait d'être actif aussi dans un milieu végétal, je viens encore renforcer l'action bénéfique sur la santé. Et l'immersion peut-elle être virtuelle? J'entends par là une immersion qui ne serait pas en contact direct de la nature, comme beaucoup d'entre vous le faites, mais à travers un poster ou à travers une application, puisque là on est quand même à l'ère de l'informatique. Est-ce que les études montrent aussi un bienfait d'une immersion, je dirais, indirecte, pour ne pas dire totalement virtuelle, sur la santé? Alors, moi, je ne suis pas une pro Snozelen et compagnie, mais il y a eu des tests qui ont été faits justement avec des posters. Il y a aussi des associations. Il y a une association au Canada qui propose des murs végétalisés dans les salles d'attente, notamment. Pourquoi? Parce que ça diminue l'agressivité. Parce que dans les salles d'attente, je pense par exemple dans les salles aux urgences, par exemple, ça serait très bénéfique de mettre ce genre d'installation parce que justement, il y a une diminution de l'agressivité lorsque vous êtes entouré de végétaux. Mais les posters, oui, ça fonctionne. Ils ont fait des études également sur qu'est-ce qu'il y a sur ce poster. Et il y a les cascades notamment qui ont un effet aussi bénéfique, où là, on va avoir tendance à être beaucoup plus calme. La forêt aussi, j'ai lu. La forêt, voilà, la savane. Le principe de la savane, c'est de voir sans être vu. Et c'est un peu aussi ce qu'on va retrouver dans l'aménagement d'un jardin de soins. C'est-à-dire que par moment, on va créer des petites zones où est-ce qu'on va placer un banc. Déjà, on va l'adosser à quelque chose parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous asseoir en plein milieu d'un jardin. Essayez demain, vous installez en plein milieu d'un jardin avec une chaise.
avec du vide tout autour. C'est très inconfortable, vous ne vous sentez pas sécure. Ça relève de quelque chose de très primaire, très archaïque qu'on a tous en nous. Donc on se sent en insécurité. Donc lorsqu'on va créer un jardin de soins, on va tenir compte de ça, se dire ok, je vais mettre de façon un peu sécure, donc avec quelque chose derrière moi, et si possible, j'ai la vue sur ce qui se passe. Et donc là, c'est super sécurisant parce que je vois l'ennemi arriver au loin. Voilà, la panthère arriver. Mais on n'est plus là, mais il faut savoir que tout ça, c'est des choses qu'on porte génétiquement en nous. Et ça a encore une résonance aujourd'hui. Donc des applications très, très concrètes, hein, puisque même si on n'a pas forcément une immersion directe, effectivement, certaines données sont en faveur de cette immersion que je qualifie d'indirecte, ou du poster. Alors peut-être pour rendre les choses plus concrètes avec des expériences, et nous reviendrons bien sûr vers vous, Madame Lebé, pour peut-être approfondir ces notions, parce que j'ai 1000 questions à vous poser encore. Mais peut-être je vais d'abord donner la parole à nos collègues de Laborie, au docteur Bouquet et à Véronique Pailloux, qui vont nous faire une courte présentation sur leur expérience très concrète du jardin thérapeutique du centre Henri Laborie. On va donc vous présenter des photos et commenter, bien sûr, sur notre jardin de soins. Donc, photos 1 et 2, s'il vous plaît. Voilà. Donc, mon assistante. Donc, Fédération de psychiatrie d'un personne âgée. Donc, nous sommes au centre hospitalier Henri Laborie. La Fédération de psychiatrie d'un personne âgée a été créée en 2007 par redéploiement des lits des 4 secteurs adultes du centre hospitalier Henri Laborie, ainsi que le personnel. L'aventure est lancée. C'est un service intersectoriel qui va prendre en charge des patients de plus de 75 ans souffrant de troubles psychiatriques liés au vieillissement. Au fil du temps, la prise en charge s'est modifiée. Nous avons plutôt cherché à soigner par des médiateurs afin de limiter l'emploi des psychotropes. Notre jardin est donc devenu un véritable jardin thérapeutique de soins. Là, j'ai choisi mon camp. C'est le jardin thérapeutique de soins. Donc l'ortithérapie, donc Paul en a parlé, c'est une thérapie qui s'intéresse à l'action du jardinage sur le corps, sur l'intellectuel, le psychisme et le mental. Animer le jardin, le proverbe animer signifie donner la vie, mettre de l'entrain, créer un climat de bien-être. C'est un support de communication, la première se situant entre la plante et l'homme. L'homme plante la plante qui va ensuite lui offrir des valeurs immuables. C'est le cours de l'existence qui reste le point commun inéluctable entre ces deux êtres, la plante et l'homme. Je nais, je pousse, je grandis, je vis, je vieillis, je meurs. Germination, croissance, maturité, vieillissement et mort sont des phénomènes similaires à l'évolution de la vie d'un être humain et du monde végétal. La nature communique à ceux qui la cultivent une émotion qui peut être source d'une restructuration efficace. Donc, quelques mots sur l'historique de ce jardin de soins. C'est vrai qu'au départ, quand on a ouvert le service en 2007, il y avait un jardin qui n'était pas forcément très investi. Et puis, quelques années plus tard, est arrivé ce qui est arrivé. Comme il n'était pas investi, il est devenu friche, en fait. Donc, en 2012, il y a 10 ans maintenant, on s'est mobilisé, puisqu'on était quand même entre l'équipe soignante, le cadre de santé de l'époque, l'assistante sociale que je suis, et notre équipe médicale. On s'est retroussé les manches pour lui donner vie. On avait pour objectif de mettre en place un véritable jardin de soins. Déjà, on avait réfléchi au concept à l'époque, parce qu'on se disait que le public qu'on accueillait était quand même très tourné vers la nature, une majorité de patients issus du milieu rural, et que ça pouvait être intéressant de leur permettre de pratiquer, en tout cas de se retrouver avec cet espace naturel.
Donc du coup, on a réfléchi, on a écrit un projet. On le voyait comme un véritable outil d'accompagnement du patient, en fait, un lieu de stimulation sensorielle et physique, un lieu de repos et d'échanges sociaux, un lieu d'activité inscrit dans le temps, un espace rassurant, un lieu de sensation renvoyant à des images, des symboles et des souvenirs, un jardin dans lequel la présence des plantes vient induire des effets reposants et peut avoir des effets bienfaisants sur le stress, l'anxiété, voire même sur les troubles de l'humeur. Alors pour démarrer cette aventure, nous sommes passés par l'écrit. Comme je vous disais, on a rédigé un projet que nous avons réfléchi autour de l'intitulé « Penser un jardin pour le soin ». Ce projet a été validé par toute l'équipe du service, de l'agent à notre médecin-chef, ici présente. Voilà. Ça, c'est important que toute l'équipe ait pu s'impliquer dans ce projet, parce que ça lui a permis de passer de la théorie à la pratique, en fait. On s'est tous lancés dans cette aventure. En 2014, nous avons demandé, alors il nous fallait un petit peu de sous pour l'aménager, notamment mettre du mobilier de jardin. Donc on a là aussi déposé un dossier, envoyé une demande de subvention à la Fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, les petites pièces jaunes de Bernadette Chirac. Ça a fonctionné et ça nous a permis d'acheter du mobilier de jardin, un parasol et une fontaine pour aménager un point d'eau. Amener l'eau dans le jardin, c'est aussi amener la vie. Voilà, jardin qui a été inauguré officiellement avec pose de la plaque de la Fondation en 2017. Quelques mots sur l'accessibilité et l'organisation. C'est vrai que dans ce jardin, l'accessibilité est optimisée pour les personnes âgées. Alors, il avait été pensé quand le bâtiment était réhabilité en termes d'accessibilité pour permettre aux personnes à mobilité réduite de descendre au jardin, puisqu'il y a un certain dénivelé, des pièces de vie communes à l'espace jardin. Donc là, il y a je ne sais pas si on le voit, oui. Il y a effectivement la possibilité de descendre en fauteuil, en déambulateur, avec une canne, à son rythme, en se sécurisant, en se tenant à la barre. Enfin, ça, c'est important parce que ça permet aux patients de circuler en toute autonomie dans un espace de jardin. Donc, les patients sont libres d'aller et venir, seuls ou en famille, lorsque le temps et la météo, on fait avec, et leur santé le leur permet. Alors, et des activités thérapeutiques qui sont organisées chaque semaine. Alors, ça dépend des saisons aussi, effectivement, et puis de la disponibilité du personnel, ce qui n'est pas toujours chose facile, mais le plus souvent possible dans l'idéal, en fonction des envies, des possibilités de chacun. Alors, on anime des temps de jardinage, d'éveil d'essence. Ce jardin est nourri par des dons de graines, de boutures, avec un précieux coup de pouce du service des espaces verts de notre établissement. Parce que c'est vrai que sans eux, on serait un peu en galère parfois. Ils nous fournissent du compost, ils peuvent donner un petit coup de main pour installer, alors on verra un peu plus tard, un aménagement spécifique des bacs surélevés, enfin voilà. Donc on a quand même, tout ne se passe pas dans le service, on a fait appel au soutien logistique de nos collègues des espaces verts et des ateliers. Voilà, donc la photo 7. Alors le jardin s'articule autour de 4 zones d'intérêt. Les fleurs, les aromatiques. Alors, oui, c'est après. Ouais. Oui, voilà, c'est là. Donc, il y a 4 zones d'intérêt, les fleurs, les aromatiques, les jardinières et le potager. Photo suivante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler des pouvoirs qu'on trouve dans la nature. On adore ça, parler des pouvoirs de la nature, et notamment le pouvoir des fleurs. Power flower. Donc, ce qui est intéressant, c'est autour d'une fleur, on peut voir plein de choses, les couleurs qui accrochent le regard, qui stimulent le sens visuel, qui stimulent également les plaisirs de semer, de voir pousser de la graine à la fleur. Semer, comme dit d'ailleurs Pierre Rabhi, le dit si bien, semer les graines de la pensée de demain. Les patients sont amenés au cours de cette activité à se décentrer de leurs soucis. Soucis, fleurs. Voilà, on cultive les soucis, d'ailleurs ça se recèle naturellement dans le jardin, je sais pas, il y a un truc avec les soucis. Les pensées deviennent plus positives. Oui, c'est vrai. Et les patients les cultivent, en font des bouquets, c'est assez intéressant. Les pensées deviennent plus positives. Oubliez les préoccupations psychiques, les ruminations. C'est un espace de partage
On m'écoute, je suis entendue, je vis. Alors, le plaisir de planter. Semer, construire un espace, se reconstruire. C'est aussi un rappel de leur activité antérieure, les patients étant pour la majorité d'origine rurale. C'est aussi la réminiscence des souvenirs par la stimulation des sensations souvent oubliées qui émanent des sens. Alors, le visuel, les couleurs vives, les fleurs qui interpellent, le tactile, toucher les feuilles, les pétales ainsi que les légumes, et les croquer aussi. Voilà. L'olfactif, je touche, je sens, j'écrase afin que l'odeur émane et stimule mes papilles. C'est vrai qu'on essaie d'introduire des plantes aromatiques qui ont du goût, des choses un petit peu insolites, la sauge ananas, les capucines, voilà, et plein de petites plantes qui effectivement pourraient paraître un peu banales, mais qui, quand on s'approche, quand on les touche, quand on les froisse, quand on les sent, eh ben, tout de suite nous transportent, nous font de l'effet, nous stimulent en fait, stimulent nos sens. Donc, et redonner un sentiment de reviviscence, donner du sens. C'est le sens du jardin de soins. Le goût. Après avoir semé, regardé pousser, les patients vont cueillir les légumes qu'ils vont ensuite préparer. Ils se mettent au fourneau. C'est l'atelier de culinothérapie qui est donc animé par une aide-soignante et une infirmière. La plupart des patients participent à l'activité. Nous avons 18 liens dans le service. La plupart des patients participent à l'activité, tant les hommes que les femmes. Ce n'est pas que les femmes qui vont cuisiner. Des gestes oubliés sont retrouvés. Les patients sont amenés à se remémorer des anciennes recettes, les partagent entre eux, mais également avec les soignants. Échange, c'est donc échange et transmission de savoir, créant un lien avec le passé du patient, lui permettant de s'inscrire dans le présent et de se réinvestir dans l'avenir. Roland, excuse-moi, si je peux me permettre, ce qui est intéressant, là, c'est en bas à gauche, la photo, là, c'était la récolte de pommes de terre. Et ce qui en a suivi, c'est-à-dire, c'est le concours autour de la pesée, sous-peser les pommes de terre et tout ce que ça peut induire pour les patients, de se prêter au jeu, de s'investir dans cette activité, avec un prix à l'appui, c'était mobilisant pour eux. Le droit de manger les pommes de terre. Les plats sont ensuite partagés, les perceptions gustatives sont retrouvées. Cet atelier est également un atelier plaisir qui permet la valorisation de l'estime de soi. Photo suivante. La confiture de tomates vertes. Recueillir les sensations. Après le repas, qui souvent a été très animé, retour au jardin. On oublie la blouse. Bon, ça, c'était avant le Covid. On enlevait la blouse, c'est-à-dire qu'on n'était plus soignant. La barrière soignant-soigné est mise de côté. Le patient, mutique, en entretien, se met à parler. Le patient, agité, va se détendre et se laisse aller. Donc déjà, bienfait du jardin. Les patients sont alors amenés à verbaliser leurs ressentis que le soignant va recueillir. Ils mettent des mots, M-O-T-S, sur leurs mots, M-A-U-X. Le dialogue est ouvert de façon informelle dans cet espace privilégié qui est le jardin. Le fait de retrouver des sensations facilite la détente et l'apaisement. La parole paraît. Un panel d'émotions surgit avec des réactions psycho-affectives positives. Donc sortir au jardin, planter, ramasser, permet également de mobiliser le corps. À tout âge, la parole véhicule 7% des messages émis. Le ton de la voix, 38%. Quant aux gestes et aux mouvements, il véhicule les 57% restants. Ce qui montre que les mouvements et les gestes sont plus parlants que la parole, si je peux me permettre un peu ce pléonasme. La stimulation, c'est la stimulation à travers les sens. Odorat, vue, toucher, qui favorise la marche. Si je veux aller vers cette plante, je suis bien obligée de marcher. Non, le soignant est là aussi pour l'aider. L'activité jardinage n'est pas du tout repos. Il faut mettre le tablier, il faut mettre les sabots.
les jambes se déplient, les bras se déplient. On coiffe les chapeaux, on est obligé de lever les bras. Des gestes oubliés sont retrouvés. On s'aperçoit aussi que le patient qui peut présenter une raideur quand il est dans le service, enfin, à l'intérieur, va se pencher spontanément. Il en sera même surpris. Tiens, j'ai réussi à le faire. Et fait donc travailler son corps. C'est le renforcement de la mémoire des mouvements. Un corps vieilli, un corps oublié, un corps retrouvé. Les plaintes douloureuses qui accompagnent souvent la dépression de la personne âgée se transforment alors en douceur, en douleurs différentes de type courbature, du fait de l'activité. La douleur est là, mais ce n'est pas tout à fait la même. On peut lui montrer que c'est les muscles qui ont travaillé et le patient en est très content. Le patient est remis en confiance. Il est valorisé car il pourra nous dire « je peux encore le faire ». Réminiscence également du souvenir ancien qu'il confiera aux soignants. Une relation attentionnée à la terre, Une relation attentionnée à la terre est un très bon moyen pour vivifier le corps physique, apaiser l'esprit et ouvrir le cœur. Pierre Rabhi. Alors, la photo suivante nous montre qu'on peut aussi travailler l'osier dans un hôpital. Alors, en fait, c'est parti d'une formation qu'on a été plusieurs à suivre au centre de formation des Jardins de Chaumont-sur-Loire il y a quelques années. C'était en 2016 et ça nous a permis d'animer après, ça se passe souvent l'hiver, hein, au moment où on récolte l'osier, à savoir d'octobre-novembre à février. On a pu mettre en place une activité qui stimule la créativité finalement, parce que ça nous a permis de créer des tuteurs, des sphères, des choses qu'on va mettre au jardin ensuite ou pour décorer le service. Enfin, et c'est surtout ce qui se passe sur ce temps de tressage de l'osier qui est intéressant pour le patient, parce que l'activité stimule la créativité. Ça permet au patient aussi de donner des idées quant à la confection de ses supports. Comment je m'y prends pour tresser une sphère, Madame Attel, est-ce que vous pouvez me tenir le morceau d'osier? Moi, je vais l'accrocher. Enfin, ça stimule aussi une activité en équipe, hein, une dimension collective. Une solidarité entre les patients, et voire même les soignants, parce que nous aussi, on met la main à la pâte, enfin, on participe à cette activité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que la mémoire est réactivée et les doigts s'agitent. Je tresse, je déstresse, je confesse et diminue ma faiblesse. Ça, ce sont les propos de Roland de Bouquet. Ah, voilà. Souvent, effectivement, c'est l'effet bienfaisant de l'osier, hein, ce que nous avons perçu à travers cette activité. Alors, le jardin de soins, ça permet aussi de cultiver le lien social. Notre jardin de soins est un lieu clos, accessible à partir d'une terrasse dont la porte est ouverte au gré du temps, laissant l'accès libre aux patients et à leurs familles. Les visites de famille se passent, quand le temps le permet, au jardin. En plus, avec les 2 ans de Covid à passer, ça a été un lieu ressource pour les patients, pour les familles et pour nous, ce jardin. Cela renforce les relations de personne à personne, ce qui aide à vivre ou à revivre. Cela permet de réapprendre à communiquer, à recréer des liens et procurer des moments de bien-être. Pendant ces moments d'échange et de détente, l'aide-soignante ne manquera pas d'apporter une boisson fraîche et quelques douceurs. Elle est dans la salle. Merci Marie. Voilà, non mais c'est vraiment un temps de convivialité. Quand on descend, alors souvent on dit on descend au jardin parce qu'effectivement il y a une petite pente, c'est pour y passer un bon moment avec les patients. Voilà, donc je laisse la parole à Roland pour la conclusion. Donc, jardin de soins, jardin de fleurs, jardin d'odeur, jardin d'essence, jardin de sens. Lieu de rencontre avec l'âgé, le patient en effet est toujours accompagné d'un soignant qui recueille les sensations qui sont verbalisées ou montrées par le patient, qui transmettra ensuite au reste de l'équipe. Le partage dans cet espace de soins
permet de stimuler l'émotivité, l'affectivité, le désir, donc la vie. Espace de lien, espace de vie, espace de revie. Le jardin, c'est la paix. On suit l'évolution de la graine que l'on a plantée, semée, et l'on s'émerveille de ce qu'elle donne. Extrait du livre Jardin et des hommes de Gilles Clément. Notre projet de soins est axé sur le prendre soin. C'est une stimulation multisensorielle procurée par cet espace jardinier. C'est un lieu de motricité, de stimulation de sens, un lieu aussi de rencontres et d'interactivités sociales différentes. C'est un lieu aussi qui permet l'oubli de la maladie et l'apaisement. On va donc remarquer des effets thérapeutiques par le biais de la stimulation des 5 sens, par le biais de favoriser la réminiscence, les souvenirs, le bien-être, permettre de renaître et donner un sentiment d'exister à nos personnes âgées qui sont souvent abandonnées, enfin en solitaire je veux dire. Permet également de restituer les perceptions, de stimuler l'orientation, puisqu'on va au jardin en fonction des saisons, de diminuer l'agitation, de rehausser l'estime de soi, d'avoir un rôle d'embellissement de ce lieu de soins. Le jardin de soins favorise la reconstruction de soi et de l'identité de nos personnes âgées. Ce sont des moments d'apaisement propices à une parole et à l'échange. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette présentation qui illustre de manière concrète le jardin de soins. Il y a plein de choses, tellement de choses sur lesquelles revenir. Moi, je retiens ce que vous disiez sur les bienfaits, ce que disait aussi Madame Lebet sur les bienfaits individuels en termes d'expression d'émotion, en termes d'affectivité et finalement d'élan vital. Vous parlez d'élan vital, vous parlez de vie. Je retiens le partage, le lien social. Je retiens la temporalité, on pourra y revenir. Et puis l'interprofessionnalité, le être ensemble dans le partage, encore une fois. Peut-être un petit commentaire, Madame Lebet, si vous voulez, sur ces grands thèmes. Et puis on passera la parole à la salle avant de donner la parole à nos collègues. Ben moi, il y a plein de choses, en fait. À chaque fois, ça m'interpelle. Il y a plein d'éléments. Je me dis, ah oui, il faudrait leur parler de ça. Mais c'est trop long. Il faudra faire un deuxième livre. Mais sur le lien social, je trouve ça intéressant. Parce que c'est en 1946, c'était l'OMS qui parlait de santé sociale. Et en fait, ils avaient mené toute une enquête aussi sur l'importance du lien, des communautés, du lien dans les quartiers, de la co-création, en fait. Et là, c'est ce qui se passe aussi lorsqu'on mène ce type d'atelier. Et en fait, sur leur étude, ils avaient remarqué que les gens avaient une espérance de vie augmentée de 7 ans à la suite de cette enquête, en fait. Ils avaient calculé ça. Donc, je trouve ça dingue, quoi, qu'on puisse, rien qu'en recréant du lien et entre nous, on puisse impacter aussi fort sur notre espérance de vie. Puis, tu parlais aussi des psychotropes. J'ai vu aussi qu'on était les 4e, alors youhou, je ne sais pas si on doit dire youhou, mais on est les 4e en Europe de consommation en psychotropes. Donc là, on peut poser pas mal de questions aussi. Par rapport à ça, il y a la Covid aussi qui a augmenté aussi cette consommation. Et parce que là, ils ont rechiffré un peu tout ça. Et donc, on a vu que tout ce qui était anxiolytique, antidépresseurs, hypnotiques était aussi en hausse. Mais il y a aussi d'autres médicaments qui ont fait leur apparition aussi. C'est tout ce qui était anti-diabétique et puis anti-hypertenseur, en fait. Et là, ils se sont aperçus que des gens, pour la première fois, consommer ces médicaments, et il y avait une recrudescence au niveau de au niveau de le fait qu'il y ait la Covid, ça relançait ça. Il faut savoir que le fait d'être au jardin, on va jouer aussi sur l'attention,
pas la tension, et aussi sur le diabète, parce que ça, on l'a mesuré, et moi je l'ai vu, on l'a expérimenté sur un jardin de soins où justement il y avait un monsieur diabétique qui venait spontanément au jardin arroser, notamment tôt le matin. Et en fait, j'ai dit à l'équipe soignante, j'ai dit, ce serait bien de surveiller sa glycémie, justement, voir s'il y a une différence. Et en fait, ça a impacté sur sa glycémie. Et du coup, ce monsieur avait fini par baisser son protocole, parce qu'on a des protocoles d'insuline pour les insulinodépendants. Et donc, ça avait été revu à la baisse, parce que ce monsieur, du coup, était plus... il se mobilisait chaque jour pour aller au jardin. Et j'ai trouvé ça aussi quand même assez rapidement, finalement. On a des effets positifs assez rapidement. Donc tu parlais, Paul, effectivement, de la consommation des psychotropes. Donc c'est vrai qu'au niveau du jardin de soins, on a tenté de faire des échelles d'évaluation pour voir si on pouvait, il y avait possibilité de réduire les psychotropes, parce que faut pas se leurrer, les personnes âgées, on les soigne par anxiolytiques, antidépresseurs, thymorégulateurs, antipsychotiques, on a des troubles du comportement. Le problème, donc on s'était penché dessus, sur des échelles d'évaluation. Le problème, c'est que nos patients, la durée moyenne d'hospitalisation est de 3 semaines. Bon, mettons 1 mois et demi pour les dépressions. Donc, c'est un temps trop court pour évaluer la diminution des psychotropes. Donc, on était un petit peu bloqués à cause de ça, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, je laisserai mon collègue qui n'est pas très loin de moi, de reprendre l'idée des échelles d'évaluation. Bon, ce qui est évident, c'est qu'un patient qui est au jardin, s'il a un anxiolytique à 16 heures, l'infirmière ne va pas lui donner. Elle évalue son anxiété, son comportement. S'il n'en a pas besoin, le plus souvent, il n'en a pas besoin, elle ne lui donne pas. Donc déjà, mais bon, voilà, ce n'est pas vraiment une étude sur la consommation des psychotropes. Voilà. Oui, mais c'est du terrain. Donc, tu le vois, toi-même, en tant que médecin, tu vois l'impact que ça a tout de suite, là, devant toi. Donc, les données expérientielles que voilà, j'évoquais tout à l'heure, l'expérience comme levier effectivement de découverte. Alors peut-être quelques questions pour la salle qui souhaiteraient vous interpeller dans cette présentation. Sinon on les garde pour la fin de séance. Oui, une première question. Je peux faire circuler le micro. C'est enregistré donc. Alors déjà, vous dire que je suis assez admirative de l'existence de ce jardin. Je trouve ça très chouette que ça existe, notamment en psychiatrie. J'entends en fait tout ce que vous décrivez sur les bénéfices pour les personnes en termes de lien social, d'apaisement, en tout cas de tout ce qui est du côté de la vie, donc d'aller semer, aller récolter, aller cuisiner. Et je me demandais en fait si au jardin de soins, alors celui-ci ou plus largement tous ceux qui peuvent exister, on pouvait aussi réfléchir tout ce qui a trait à la pulsion de mort. Et du coup, quand une personne en fait traverse une période d'anxiété très forte, avec de l'agressivité, peut-être un besoin de repli, d'isolement, est-ce qu'en fait ces personnes-là, on peut aussi les accompagner au jardin pour aller justement peut-être expérimenter, éprouver une autre gestuelle, ce qui pourrait être par exemple un besoin de creuser, de déraciner, d'arracher, qui en fait parfois font du bien aussi. Moi j'ai un jardin chez moi et des fois quand je suis en colère je vais arracher le lierre. Ça me fait du bien. Enfin, voilà. Alors, en général, je choisis les plantes que j'arrache. J'arrache rarement celles que je viens de semer et que j'attends. Mais je me demandais si on pouvait aussi accompagner les patients dans cette démarche-là et que le jardin de soins, c'est peut-être pas que du beau, que du joli, que de la vie. Donc, mais comme vous l'aviez rappelé dès le début, c'est la naissance, la vie et la mort. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de la mort au jardin de soins ? Tout à fait. Donc, par rapport aux patients qui présentent des troubles du comportement, agressivité, hétéroagressivité, au niveau du service, on accueille aussi des patients déments, des patients qui ont des maladies neurodégénératives, qui ont des troubles du comportement. Donc, à ce moment-là, ils vont être accompagnés
au jardin en solo, c'est-à-dire que ça va être une infirmière, une aide-soignante et le patient. Il va pas intégrer le groupe de patients qui va semer, planter, etc. Et le patient dément, entre guillemets, on va le laisser faire ce qu'il souhaite. Hein. Mais par contre, on ne va pas sortir d'outils de jardin. On ne va pas lui demander de tailler, parce qu'il y a quand même des mesures de sécurité à respecter. Donc le patient, il va être un petit peu libre dans le jardin. Hein. Et dans certains cas, on a vu effectivement les patients se calmer, hein, être beaucoup moins agités. Donc ça apporte effectivement de l'apaisement. Après la mort, que dire la mort bon, cette année, on a eu la canicule, on a beaucoup de plantes qui sont mortes, hein, on ne peut plus les arroser. Voilà, donc on a eu peu de recueil de légumes, de tomates, les potirons, ça a à peine poussé. Voilà, donc la mort, effectivement, elle est dans le jardin. On a eu des escargots aussi, donc on ne les a pas mangés. Mais, le cycle de la vie, finalement. Voilà, le jardin comme cycle de la vie. De la vie. Après, aborder la mort avec le patient dans le jardin, je dirais que ça n'a pas été expérimenté. On n'a pas... Non, j'ai pas... Mais souvent, il y a une dimension le patient, assez il n'aime pas parler de sa mort. Il y a une dimension assez philosophique aussi au jardin. Philosophique et spirituelle. Ça, on ne l'a pas vraiment abordé. Mais quand on parle de cycle de la vie, il y a beaucoup de gens qui vont faire des liens avec soit leur spiritualité. Alors, je ne parle pas forcément d'un dieu en particulier, mais en tout cas avec leurs valeurs, avec ce en quoi ils croient. Et cette notion de mort, oui, avec lorsqu'on s'inscrit là-dedans, lorsqu'on quelqu'un qui va accompagner la personne justement au jardin peut pointer ça, peut pointer ce cycle, peut pointer le fait que nous, en tant qu'humains, on fait partie de cette grande biodiversité, que la mort fait partie de cette de notre vie finalement. La mort fait partie de la vie, c'est un peu étrange à dire, mais c'est ça aussi. Et ça, on en parle peu, mais finalement, beaucoup de personnes, une fois qu'ils sont au jardin, vont faire un lien avec la spiritualité. Le cycle de la vie, le soi, l'essence, la transition est toute trouvée pour poursuivre vers une autre expérience de sensorialité et de lien avec la nature. Et je vous propose maintenant d'écouter Cécile Baudin-Hadji et Aurélie Mariano qui vont nous parler d'aromathérapie. Et puis bien entendu, on continuera la discussion après. Donc vous dire d'abord que ce projet d'aromathérapie, il est beaucoup plus récent que le jardin de soins. Il a germé dans l'esprit d'Aurélie, de Julie qui n'est pas là, mais à qui je pense très fort, et de moi-même il y a 5 ans. Hein, et il a pris vie vraiment il y a 1 année maintenant. Voilà, on a mis du temps, mais l'accouchement s'est fait sans douleur. Quelques mots, alors ça c'est mon côté pharmacien qui ressort, hein. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Aromathérapie, donc aroma en latin et en grec ça veut dire arôme, odeur agréable, issue de certaines essences naturelles ou pas. Hein. Il y a des essences qui ne sont pas très agréables, mais qui ont des vertus thérapeutiques, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc de thérapeia qui signifie en grec soin cure. Donc l'aromathérapie, c'est le soin par les huiles essentielles. Et on va voir comment on l'a développé au sein de l'hôpital. Alors l'aromathérapie, c'est pas nouveau, on n'a rien inventé. C'est Monsieur Gattefossé qui a découvert ça. C'était un chimiste français qui s'est brûlé en fait dans son labo et qui s'est appliqué de la lavande et qui a découvert que oui, ça avait une efficacité sur les brûlures. Donc c'était dans les années 1930. J'ai cherché tout à l'heure, 1937, très exactement, puisque j'avais plus la date. Et donc c'est lui qui, après, a développé le terme d'aromathérapie. Et on a eu la chance de rencontrer sa petite fille, voilà, sur une formation qu'on a fait à Baugé,
Voilà, c'était assez surprenant et intéressant de communiquer avec cette femme. Quelques notions très simples. Comment on obtient les huiles essentielles? Eh bien, par 2 procédés principaux. La distillation à la vapeur d'eau, donc ça consiste à emporter avec de la vapeur d'eau des constituants volatiles de la plante aromatique. Et une autre façon d'obtenir les huiles essentielles, et là c'est uniquement pour les agrumes, c'est un procédé mécanique qui vise donc à récupérer l'huile essentielle logée dans la peau. C'est quand vous faites votre 4 quarts avec des petits zestes d'orange, et bien vous faites un petit peu d'aromathérapie. Alors, on a beaucoup parlé de plantes, de fleurs. Alors, toutes ne sont pas aromatiques. Il n'y a que 2% des végétaux qui ont des composés aromatiques à visée thérapeutique. Quand on distille, on peut distiller soit les feuilles, soit les fleurs, soit les racines, les fruits, comme l'a dit Cécile, pour les agrumes notamment, et les oléorésines pour tout ce qui est encens. Ça donne des huiles essentielles différentes, mais tout peut se distiller dans une plante. Tout n'a pas des vertus thérapeutiques. On en revient à une notion qui m'est très chère, c'est comment vous allez choisir votre huile essentielle et comment vous allez être sûr de ne pas vous tromper dans ce choix. Eh bien, c'est vous fier au nom latin. Donc, le nom latin, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous la lavande. Eh bien, en fait, il y a plusieurs sortes de lavande. Vous connaissez la lavande fine, qu'on appelle aussi lavande vraie. Donc, déjà en français, il y a 2 noms. Mais en latin, elle s'appelle simplement Lavandula angustifolia. Vous connaissez aussi peut-être la lavande papillon, qui s'appelle Lavandula spica, Lavandula stochea. Et donc, celle-là, elle n'aura pas du tout les mêmes vertus que la lavande fine. Elle n'aura pas du tout la même odeur. L'odeur de la lavande à papillon, c'est celle que vous retrouvez dans les désodorisants des toilettes, etc. D'accord? Rien à voir avec la lavande fine. La lavande aspic, c'est encore une autre forme de lavande, donc Lavandula spica, qui a une odeur plus camphrée, qu'on utilisera sur les piqûres d'insectes. Vous voyez, pour une même plante, il faut vraiment se référer au nom latin. Et c'est comme ça qu'on va déterminer les propriétés en fonction de la composition, etc., des lavandes, et de toutes des fleurs et des feuilles. Donc, comment vous allez choisir, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes intéressé par cette aromathérapie, comment vous allez choisir les huiles? D'abord, l'idéal, c'est quand même d'aller en pharmacie et d'acheter des huiles essentielles sur lesquelles vous allez retrouver le nom, l'origine de la plante, l'organe producteur, ça c'est important. Et puis surtout la notion d'agriculture biologique et encore plus pour les huiles essentielles d'agrumes, puisque là on prend les zestes et dans les zestes on va pouvoir retrouver plein d'autres polluants. Donc c'est important de prendre à chaque fois des huiles essentielles d'origine biologique. Vous voyez, je vous ai mis plein d'autres notions sur lesquelles il faut porter son attention, mais en tout cas toujours s'adresser à des gens qui vont être compétents en matière d'aromathérapie. Ça ne s'improvise pas, l'aromathérapie, vraiment, et on va voir quelles en sont les contre-indications notamment. Donc effectivement, l'aromathérapie, c'est beaucoup à la mode en ce moment. Malgré tout, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de contre-indications, qu'il n'y a pas d'effet indésirable, enfin qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. Alors il y a des contre-indications, je vais dire grand public qu'on entend partout, parce qu'il faut vraiment que ça soit utilisé de manière sécuritaire. Donc si vous débutez dans l'aromathérapie, si vous n'êtes pas formé, les contre-indications qu'on vous a mis là, sur lesquelles je vais revenir, sont des contre-indications formelles. Après, peut-être que si votre pharmacien, des préparateurs en pharmacie aussi sont formés aujourd'hui à l'aromathérapie, ont des diplômes par rapport à ça, ils peuvent vous conseiller, même si vous êtes asthmatique, je vais prendre un exemple, parce que oui, c'est possible d'utiliser certaines huiles essentielles quand on est asthmatique, mais pas d'autres. Donc, pour protéger tout ça, il y a les pharmaciens ont dit
quand on vient nous demander une huile essentielle, s'il est asthmatique, c'est non, s'il ne nous en demande pas plus, en fait. Donc, ce qui est vrai donc, pour les femmes enceintes ou allaitantes, il y a peu d'huile essentielle possible quand on est enceinte. Les enfants de moins de 12 ans, c'est aussi une précaution au grand public. On verra que nous, à l'hôpital, on utilise des huiles un peu plus sécuritaires, donc on est descendu à 7 ans. Pour les personnes ayant des antécédents de cancer hormonodépendant, c'est pareil, certaines huiles agissent avec ce type d'hormones, ils sont hormones-like. Et donc, du coup, ne sont pas possibles. Les épileptiques, ça, c'est tout ce qui va être, par exemple, l'amande poivrée, qui est très utilisée et en fait qui est très dangereuse chez les épileptiques, y compris chez les asthmatiques d'ailleurs. Et les personnes sous traitement anticoagulant, il y a des huiles aussi. Alors, l'huile essentielle de citron, qui pourtant fait partie des huiles les plus sécuritaires. En voie orale, chez les personnes qui ont un traitement anticoagulant, il faut faire attention quand même. Donc on voit que voilà, pour toutes les huiles, il y a des précautions quand même particulières à prendre et que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Donc c'est mieux d'aller voir quelqu'un de formé en tout cas. Du coup, sur les précautions d'usage, des choses qui paraissent absolument évidentes. On se lave les mains après avoir utilisé des huiles essentielles. Ça paraît évident, mais pas plus tard que la semaine dernière, je me suis frotté les yeux après avoir fait un roll-on de menthe poivrée. Ça fait pas du bien, ça fait très mal. Donc voilà, c'est quelque chose à garder bien en tête quand même. Et puis, ce qu'on a appris au cours de nos formations diverses, puisque je ne savais pas avant ça, c'était de réaliser un test au pli du coude pour vérifier qu'on n'a pas d'allergie aux huiles. Alors, c'est pas difficile. On met une goutte de l'huile essentielle choisie au pli du coude. On attend une demi-heure. Si rien ne se passe, c'est que tout va bien. Vous n'êtes pas allergique à cette huile essentielle-là, pas à toutes celles qui existent. Et puis avec les agrumes, attention, parce que c'est photosensible. Donc on ne se tartine pas d'orange pour être apaisé et puis aller bronzer sur la plage. Ça ne va pas donner un bon mélange. Vous allez sortir rouge écrevisse, sans doute. Voilà. Alors, en diffusion, la photosensibilité n'existe pas. On vous a diffusé de l'huile essentielle de citron ce soir. Vous ne risquez rien, même si... Même s'il y a du soleil, vous ne risquez rien. Par contre, en cutané ou par voie orale, encore plus. Et puis, alors, bien sûr, c'est pas anodin, donc on met pas ça n'importe où dans la maison. C'est pas à portée des enfants. Et puis, c'est pas dans la salle de bain, parce que ça se garde à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Donc, c'est pas dans la cuisine non plus. Voilà, il faut plutôt une pièce plutôt fraîche chez vous. Alors, comment on utilise les huiles essentielles? Alors là, il y a plein de choses. En diffusion... En diffusion, du coup, il existe plusieurs diffuseurs. Vous avez celui qui est là, qui a air pulsé. Donc, en fait, il ne faut pas de diffuseur qui chauffe les huiles. Donc, on oublie les bougies chauffe-plat. Voilà, ça diffuse une odeur. Ça ne fait pas de l'aromathérapie. Donc, pareil, les diffuseurs, comme les huiles essentielles, on les choisit en pharmacie, puisque ce sont des diffuseurs qui ne chaufferont pas les huiles. Donc ça, c'est juste de l'air, en fait, qui est pulsé. On met les huiles essentielles sur une petite capsule et ça diffuse comme ça. Nous, sur l'hôpital, puisque celui-là a un long fil et qu'on est quand même en hôpital psychiatrique avec des patients à risque suicidaire, donc on n'utilise pas de fil. On a ce genre de diffuseur qui se branche directement sur une prise. On met les huiles essentielles... Oups, là, merci Cécile. On met les huiles essentielles à l'intérieur directement, pas besoin de les diluer. On utilise aussi des sprays.
on utilise aussi les sprays dans nos espaces d'apaisement sur l'hôpital. Alors ça, c'est plutôt à la maison. Personnellement, je vois pas bien ce qu'on en ferait, parce qu'il faut un excipient particulier pour que les huiles puissent se disperser. Et il est difficile à trouver déjà en pharmacie. Alors à la maison, je vous explique pas. Et puis, il y a les sticks. Ça, c'est mon truc de prédilection. Vous avez tous eu des sticks, Vic Vaporub, des trucs comme ça. Donc, c'est pareil. On imbibe la mèche d'huile essentielle. On referme le stick et il est valable 21 jours. Donc ça, c'est top parce que du coup, c'est très sécuritaire. On ne manipule pas des huiles tous les jours. Pour les ados, c'est top parce que ça ne sent pas. Ils vont aller respirer ça. Le stick. Il faut le respirer, madame. On va le mettre sous le stick. Oui, non, vraiment. On le met sous le nez, on ne le met pas dans le nez. Voilà, c'est toujours en inhalation. Et donc ça, pour les ados, c'est top parce qu'ils peuvent aussi l'avoir avec eux en permanence. On aura aussi donc en cutané, soit pur, soit dilué. Donc ça peut être des petits roll-on, ça peut être directement du flacon sur les poignets. Et puis la voie orale, qui est la voie la moins sécuritaire qui existe. Celle-là, réservez-la vraiment si vous avez des connaissances ou des conseils de personnes formées. Voilà, on ne l'utilise pas à l'hôpital, mais pour l'instant, on est un petit peu frileuse dans l'utilisation par orale des huiles. En tout cas, on vous donne quelques exemples de domaines d'utilisation des huiles essentielles. Alors, on va revenir sur le premier point tout à l'heure dans les applications. Vous verrez de ce qui se fait à l'hôpital. On utilise traditionnellement les huiles essentielles pour les troubles psychiques, les troubles du sommeil, etc. Ça marche aussi très bien. Aurélie, tu en es un exemple concret dans les douleurs traumatologiques, rhumatologiques, aiguës chroniques, troubles ORL, respiratoires, cutanés, digestifs, etc., etc. Donc les applications sont vraiment très très importantes en matière d'aromathérapie. Au centre hospitalier, nous avons donc développé l'aromathérapie avec toute une équipe interdisciplinaire. On ne travaille pas toutes les deux, enfin toutes les trois, hein. Donc, j'ai eu cette chance-là de développer l'aromathérapie pour mon plus grand bonheur. On a avec nous un médecin psychiatre, un médecin généraliste, un cadre supérieur, 2 cadres de santé, un préparateur en pharmacie qui a été initié, tout comme moi, à l'aromathérapie, une socio-esthéticienne. Voilà, là aussi, Corinne nous a développé l'aromathérapie avec une ado et ça marche très bien. Et puis 2 infirmières, donc Julie qui n'est pas là aujourd'hui et Aurélie qui sont titulaires d'un diplôme universitaire en aromathérapie et ce sont 2 diplômes différents, donc complémentaires dans notre pratique au quotidien. Donc avec Cécile, Julie, ma collègue et moi-même, on va à l'encontre des unités qui nous ont demandé, ça nous intéresserait bien. On recueille leurs besoins sur un symptôme spécifique et on leur propose un protocole en fait. On les forme à la manipulation des huiles essentielles, aux contre-indications qui sont à repérer. Et puis après, eux, ils mettent en place ça sur leur service et puis ils nous font des retours, savoir si c'est efficace, si c'est pas efficace. Donc voilà, alors c'est le début parce que ça fait effectivement 1 an qu'on a réussi à commencer à le mettre en place. Donc c'est le début, mais on manque déjà de temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc voilà, mais petit à petit, ça se fait. Donc, à Laborie, on utilise notre idée première, ça rejoignait un petit peu ce que vous faites au jardin de soins, à savoir, nous, on espérait diminuer l'utilisation des benzodiazépines, des hypnotiques au sein de l'hôpital. Donc, à chaque fois, c'est une alternative, mais c'est complémentaire au traitement que reçoivent les patients.
C'est pas on arrête l'hypnotique et on balance de l'huile essentielle d'orange le soir. Ça fonctionne pas comme ça. C'est sur prescription médicale. David, Roland. On ne délivre pas, je ne délivre pas d'huile essentielle tant que c'est pas prescrit, tant que ça n'a pas été vu déjà avec l'équipe. Donc, on l'utilise dans les troubles anxieux, les troubles du sommeil, les troubles psychocomportementaux de la démence. Ça, c'est pas encore tout à fait développé, mais dans un futur proche, j'espère, pouvoir le développer à Cousin. Et surtout, en ce moment, on l'a développé aussi avec nos collègues de l'ELSA dans le sevrage tabagique. Et là, on a fait des sticks, on a fait un protocole avec une composition très spécifique, avec des huiles dont on a choisi, que l'on a choisi pour leurs propriétés anxiogènes, etc. Et donc, on l'utilise avec beaucoup de réussite dans le sevrage tabagique. Ça favorise toutes ces huiles, ces synergies d'huiles ou ces huiles essentielles utilisées seules, un environnement propice à la détente. Alors, l'idée aussi, c'est qu'on va les développer dans les espaces d'apaisement, dans les activités thérapeutiques. Pas plus tard que cet après-midi, nous avons rencontré donc une équipe pour des ateliers thérapeutiques. Ces personnes font de la relaxation et bien sûr, l'idée, c'était également de pouvoir diffuser des huiles essentielles pendant les ateliers de relaxation. Ça rentrait tout à fait dans l'utilisation aussi que l'on voulait pour ces huiles au sein de l'hôpital. Les odeurs des huiles, elles sont appréciées des patients, évocatrices de souvenirs, souvent. Ça rejoint tout ce qu'ont dit nos collègues. Hein. C'est vrai que de la lavande, je pense que tous, autant que nous sommes ici, on respire de la lavande. Soit on va aimer cette odeur, soit au contraire, on va la détester. Alors, on ne va pas rentrer dans des détails psychologiques, etc. Mais la lavande, grosso modo, ça représente la maman. Hein, c'est la maman qui vous en sert. Alors, le rapport que vous avez avec cette huile essentielle, elle peut aussi représenter le rapport que vous avez avec votre maman. Bon, tout ça, c'est un peu long, on ne va pas développer ça ce soir, mais c'est très intéressant. Et dans la réalité, on retrouve vraiment ces notions de souvenirs, en tout cas. C'est un soin de confort supplémentaire qu'on va apporter à notre patient, à nos patients. Et encore une fois, ça ne remplace pas les médicaments complètement, c'est pas possible. On ne va pas sur ce terrain-là, on n'oserait pas enlever complètement les traitements, ce n'est absolument pas possible. Mais en tout cas, c'est un confort qu'on espère apporter à nos patients. C'est régulateur du système nerveux, tout simplement. Donc, tous ces soins, toute cette aromathérapie, pour terminer, ça s'adresse donc à tous nos patients pris en charge au sein de l'établissement, si tant est que nous en ayons le temps. Pour tous les patients donc, qui n'ont pas de contre-indication à l'aromathérapie, comme vous les a présentés tout à l'heure Aurélie. Nous, on s'est fixé la barre de 7 ans. Et puis donc, on espère encore plus développer, grâce à toutes nos équipes soignantes, grâce à leurs idées, d'autres protocoles dans les années à venir, aussi bien en intra qu'en extra-hospitalier. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, pour cet exemple. Finalement, je me retourne à nouveau vers Paul qui nous disait tout à l'heure qu'il y a 2 dimensions, l'immersion et le faire au jardin. Finalement, c'est une expérience d'immersion indirecte, d'immersion non pas directe au jardin, mais à travers les huiles essentielles. Oui, on retrouve la Madeleine de Proust avec ce qu'on disait, mais je veux mettre quand même un petit point de vigilance par rapport lorsqu'on associe jardin de soins au sens, parce qu'on limite souvent l'être humain à 5 sens. Or, il y a aussi des gens qui ont écrit là-dessus et qui ne limitent pas l'être humain à 5 sens. Par exemple, on peut parler du toucher, certes, mais lorsque vous avez une canne et que vous touchez avec la canne quelque chose, vous appelez ça comment? C'est le toucher, oui, mais c'est un toucher qui est un peu différé. Aussi, le fait que vous rentriez dans je suis en train de chercher la notion de jour et de nuit.
le rythme circadien, voilà. Le fait qu'on ait tendance à piquer un peu du nez, voilà. C'est des sensations, sentir quelque chose qui arrive, voilà. Il y a aussi de la sensation là-dedans. Donc les sens au jardin, en fait, on va travailler plus que 5 sens. Et pourtant, on en a vu plein, des jardins qui se sont appelés les jardins des 5 sens. Voilà, on travaille plein de choses au fait au jardin. Une autre chose qu'on n'a pas abordée dans les jardins de soins et qui me semble quand même important, surtout aujourd'hui, surtout après la période de crise sanitaire qu'on a rencontrée, c'est l'intérêt aussi pour les soignants d'avoir un espace de jardin de soins et ce que ça peut générer en eux. Parce qu'on a beaucoup de soignants qui sont, disons, en détresse peut-être, psychologique, qui ont aussi des difficultés dans leur travail au quotidien, une fatigue qui s'installe. Voilà. Et parfois une perte de sens dans ce qu'ils font, dans ce qui les a amenés à devenir soignants, parce qu'on a tous des très bonnes raisons d'être venus, d'être arrivés à cette profession d'accompagnant, de soignant. Et le fait de pouvoir justement, comme tu disais tout à l'heure, Roland, de tomber la blouse, d'être dans une autre relation aussi avec le patient, d'avoir des échanges un peu différents de ce que finalement le rythme du service nous impose et tous les protocoles qui accompagnent justement le soignant dans sa profession, ça fait énormément de bien aussi aux soignants. Et puis il y a aussi une élève du docteur, une élève de Roger Ulrich, justement, il n'est pas docteur, il est architecte, qui a fait une étude aussi sur l'impact des jardins de soins sur les soignants. En fait, ils sont aperçus que du coup, le fait que ne serait-ce que d'avoir un espace extérieur pour pouvoir se poser, prendre sa pause sur l'extérieur, permettait du coup, là encore, de baisser au niveau du stress, de l'anxiété, du rythme quand même, qui est quand même assez souvent soutenu, mais aussi du coup, on impactait sur le risque d'erreur aussi, dû à la fatigue, dû au stress, dû à tout ça. Donc ça avait aussi une répercussion. In fine, ça arrive aux patients parce que du coup, il est mieux, en quelque sorte, il est mieux pris en charge par la suite. Mais en tout cas, ça impacte aussi, lorsqu'on crée un jardin de soins, on va bien au-delà du patient et donc ça impacte aussi les soignants, ça impacte aussi les familles. Parce que vous allez retrouver votre proche dans un autre contexte finalement. Parce que lorsque vous vous déplacez pour aller voir un proche qui est hospitalisé, tout va tourner principalement autour de l'hospitalisation ou de la pathologie. Malheureusement. Et le fait de pouvoir avoir un espace comme ça extérieur, on va pouvoir parler des fleurs, de ce qui se passe, de l'atelier qu'il a mené, de c'est quoi ça, machin. Bon, on va parler d'autre chose parce que sinon c'est quelle température il a eu, est-ce que j'ai du linge à ramener, non parce qu'il faut me le dire, parce que moi je travaille. Bon, on va tourner dans tout ça. Donc ça aide aussi les familles. Ça aide aussi au niveau, quand je parlais des professionnels, ça aide aussi à apporter une certaine cohésion aussi au sein des équipes, au sein des différents professionnels. Moi, j'ai travaillé par exemple avec des psychologues qui utilisaient aussi cet espace-là pour accompagner des familles, des patients dans l'espace jardin, ce qui va aussi permettre une parole plus libre en fait. Donc il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte dans le jardin. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que quand vous créez un jardin dans un espace médicalisé ou d'accompagnement, parce que de plus en plus on sort du cadre des institutions pour ce type de jardin, vous avez un impact sur la société. Finalement, vous créez un demain qui est différent. Vous prenez encore une fois position, j'allais dire, j'appelle à l'engagement, mais en fait, vous prenez finalement position pour dire, écoutez, nous, c'est bon, les cours désertes où il ne se passe rien, ou les grandes étendues d'herbe, et finalement, on se fait suer, quoi, il ne se passe rien, c'est pas bon pour nous. On veut des espaces végétalisés, on veut des arbres, on veut des fruits, on veut pouvoir picorer des choses. Vous allez impacter d'une manière générale sur l'avenir que vous voulez
que vous voulez voir apparaître finalement. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre, évidemment, de l'écologie au sens large. On sait bien qu'en ville, un jardin de soins va avoir beaucoup plus d'impact au niveau écologique parce que ça va créer ce qu'on appelle les îlots, justement, de fraîcheur. Et puis, au niveau des pollutions. Il faut savoir que la pollution de l'air, ils ont fait pareil des relevés en Île-de-France. Ça tue la pollution avec les particules fines, en fait, ça tue autant que le tabac. Ça tue 4 fois plus que l'alcool en Île-de-France. Donc, se dire que, bah oui, on va mettre des arbres, on va laisser des arbres, parce qu'il y a même des arbres qui sont déjà présents, on les rase pour mettre voilà, des stationnements et tout. On va laisser des arbres, oui, parce qu'ils vont venir capter justement toute cette pollution qui est là. Donc, ça a un impact, sur l'environnement, mais sur votre santé aussi, parce que vous vous rendez compte, c'est 100 000 personnes, là, quand je dis tabagisme, c'est 100 000 personnes. Donc, c'est énorme, c'est par an. Donc, et on l'a vécu voilà, pleinement cet été avec faire un jardin, ça va bien au-delà de l'institution. Et justement, l'institution, quand j'entends Cécile et Aurélie, je me permets de vous appeler par votre prénom, et puis Rolande et puis Véronique, vous êtes toutes les 4 dans une institution qui est la Borie, qui est le centre hospitalier de la Borie. Vous avez des présentations qui mettent en exergue des points communs, l'interprofessionnalité que vous venez de relever, c'est-à-dire à chaque fois c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, j'avais presque envie de vous demander, faut-il être soi-même passionné pour pouvoir faire ces jardins de soins, parce que j'ai senti vraiment une émulation à la fois individuelle et d'équipe dans les 2 présentations. J'avais envie de vous demander, est-ce que c'est naturel dans votre institution ? Est-ce que parce que la pratique en santé mentale, en psychiatrie, ça fait longtemps qu'elle est ouverte à ce genre d'intervention non médicamenteuse, si je reprends un vocable en lien avec les médicaments que vous avez évoqués. Et comment on peut conseiller, quels sont les enjeux pour développer plus largement l'ortithérapie, le jardin de soins, dans l'ensemble des pratiques, parce que vous nous avez très bien montré que ça concerne pas que la santé mentale, dans les domaines que vous avez évoqués. Donc j'avais envie de vous poser cette question, peut-être à vous toutes. Qu'est-ce qui permettrait que demain, ce soit un peu plus développé dans la culture du système de santé? Une meilleure connaissance déjà, une meilleure connaissance. Nous, l'idée, comme je vous l'ai dit, a germé il y a 5 ans. J'avais commencé à développer la phytothérapie, donc les gélules de plantes. Je m'étais renseignée auprès de laboratoires, toujours avec des consignes bien strictes, en tout cas des choses très, très percutantes que j'avais en mémoire. Et puis je voulais développer la phytothérapie avec plus ou moins de succès, mais on dispense aussi de la phytothérapie au sein du centre hospitalier. Et puis, tout naturellement, s'en est suivi l'idée d'aromathérapie. Aurélie, j'ai lu un jour, ont pris rendez-vous avec moi. Puis on est devenus très amis depuis. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait moi beaucoup à la base. On avait entendu parler plus ou moins du développement de cette thérapeutique dans d'autres institutions. On s'est renseigné et puis on s'est fixé un objectif. On s'est donné les moyens. On s'est entouré des bonnes personnes. Et voilà, le projet était lancé et maintenant, voilà, on espère vraiment que ça va perdurer le plus longtemps possible. On manque de temps, mais ça, c'est pas... Voilà, on manque de temps, de moyens, etc. Mais on a cette volonté farouche de continuer. Donc, je pense que c'est aussi, comme à l'unité de gérontopsie, je pense que c'est aussi une volonté commune des équipes, je pense. Je pense que c'est un des axes. Voilà. Tout à fait, c'est ce que j'étais en train de penser. Mettre en place, mettre en route, commencer un jardin de soins, il faut des personnes motrices, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de mener le projet et d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Et après, elle peut prendre des soignants qui viennent s'intégrer. Mais s'il n'y a pas d'élément moteur, le jardin, il va mourir. Il faut pas se leurrer.
Nous, notre jardin, il est alimenté par l'espace. On a une équipe de jardiniers très dynamique au centre Henri Laborie avec une serre et deux fois ou trois, quatre fois par an. Enfin, un groupe de patients sont accompagnés avec les soignants auprès des équipes de jardin à la serre et ils préparent les semis qu'on récupère ensuite pour qu'ils puissent les planter. Les plantes sont alimentées aussi par des soignants, c'est-à-dire je suis en train de nettoyer mon jardin, j'ai trop de dahlias, je coupe des bulbes et je ramène le reste au pavillon cousin. Donc voilà, le jardin est alimenté aussi par les soignants qui apportent. Voilà, si j'ai fait trop de semis de tomates, il m'en reste, donc je vais rapporter à l'hôpital. Après, est-ce qu'il faut aimer jardiner pour mettre en place un jardin de soins? Parce que vous disiez tout à l'heure, je dirais que non, parce que moi, je n'ai jamais jardiné. J'avais une maison avec 3000 mètres carrés. J'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de fleurs, parce que j'ai horreur d'arroser les fleurs. Là, j'ai une petite cour et j'avoue que je pourrais avoir des fleurs, mais comme j'ai toujours horreur d'arroser les fleurs, je n'ai pas de fleurs. Donc, même si on ne jardine pas, on peut s'intéresser. Et je crois que l'objectif, c'est le bien-être de nos patients. Donc, si on a envie que nos patients aillent mieux, le médiateur jardin, il est tout trouvé pour aider nos patients à aller mieux, quoi. J'irais même un peu plus loin parce que ça, j'avais eu une conversation lorsque j'avais donné une consultation justement j'échangeais avec une soignante et puis elle me disait oui, mais certains ne voudront pas utiliser le jardin comme voilà parce qu'ils s'intéressent pas et tout. Mais on s'en fout de si elle a envie ou pas envie quelque part. Alors c'est sûr, quand on fait les choses avec plaisir, parce qu'on aime, forcément, on va faire des choses. On va faire les choses avec cœur et forcément on va transmettre les choses. Ça va transpirer finalement. Donc on va passer. Mais quelque part, il faut voir aussi le jardin de soins comme un outil à la thérapie. Alors si on l'envisage comme un outil à la thérapie, avec un ensemble d'équipes, avec un projet d'établissement ou un projet de service qui dit ok, c'est banco, on se lance avec cet outil-là, j'allais dire, faut que le soignant y suive. C'est pas moi le jardin, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Mais moi j'ai été soignante aussi, j'ai été infirmière. Je disais moi je donne pas la pilule, tout ce qui est rose, je donne pas. Toutes les pilules roses, je les donne pas parce que voilà, moi non, les roses, je peux pas. Non, mais ça serait un peu de cet ordre. J'exagère évidemment, mais si le jardin il est bien considéré comme une aide à la thérapie et qui fait partie justement de ce qui est instauré et qui a été vu en équipe et tout, finalement le soignant il faut qu'il suive et donc c'est là que interviennent les formations au même titre que tout le reste si vous voulez. Il faut que les gens aillent se former. Des formations, il en existe peu mais il en existe et il y en a même maintenant qui sont reliés avec un cursus universitaire dans le sud de la France. Donc voilà, ça va venir, ça va se développer et plus finalement les soignants vont être demandeurs de ça et des patients aussi parce qu'il y a aussi des jardins de soins qui ont été créés par des patients. Il y en a un à l'hôpital Saint-Maurice à Paris. Il faut savoir que plus vous allez être demandeur, plus les formations vont se créer. Il y en a déjà, mais plus on demande, c'est l'offre et la demande. Alors là, je tends la perche à la salle, justement, parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions, témoigner de leur expérience, approfondir des points. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je vais me tourner vers Cécile et Aurélie, puisque j'ai quand même été pas mal effectivement intéressé par l'aromathérapie. Pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ça nous le prescrire, mais dans notre formation, on est surtout formé à la chimie industrielle. Bon. On entend peut-être parler du millepertuis une fois, parce qu'il ne faut pas trop en donner en même temps avec les antidépresseurs. Je ne t'en délivrerai pas de millepertuis. Bon, dommage.
Mais du coup, effectivement, je me demandais plutôt sur quel axe on pourrait former aussi tout simplement médecins, infirmiers, soignants, pour qu'on connaisse un peu les propriétés de chaque plante. Il faut bachoter, bien sûr, comme en pharmaco, bien sûr. etc. Mais je pense, voilà, moi je te dis, à part la lavande, qui je sais aurait des propriétés GABAergiques selon l'étude Mais laquelle? japonaise. Est-ce que tu as suivi? Ah, C'est laquelle? La vraie? la lavande fine. Non? Yes. Yes, Yes. voilà. Angustifolia. La vraie. Mais j'ai pas le nom latin. Lavandula M'excuse, quoi. angustifolia. Et puis non, et puis pareillement, enfin deuxièmement, mais ça se rejoint, ça c'est mon côté un peu indécrottable universitaire, c'est bon, je suppose qu'il doit y avoir des bases d'études là-dessus, parce que la phytothérapie ou l'aromathérapie, ça reste quand même du traditionnel à la base, mais Très peu. comme il y a du principe Ça actif dépend. dedans, je pense que ça pourrait être intéressant de le développer pour pouvoir l'étudier ensuite, quoi. Parce que bon, le millepertuis, on y pense, les millepertuis auraient des propriétés inhibitrices, la résorption sélective de résorption de sérotonine. Oui. Donc du coup, est-ce qu'il y aurait un intérêt? Alors, est-ce qu'on est avec une plante comme avec un médicament en disant on a toute la même liste des effets indésirables, ou est-ce que justement, en fait, il y aurait un bénéfice non inférieur, si tu me permets l'expression, d'utiliser les plantes au détriment du médicament industriel, quoi. Alors le millepertuis, tu sais, c'est un puissant inhibiteur enzymatique. Donc il est, voilà, le pharmacien que je suis, voilà, met un stop à son utilisation. Mais comment développer tout ça? Ben oui, on a fait une première journée d'aromathérapie. On espère en faire une tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis petit à petit, on va former, on va tisser notre petite toile d'araignée, si je puis dire, utiliser cette expression. On va tisser notre toile et puis vraiment avec une volonté, encore une fois, farouche de le développer dans tous les pavillons. Notre porte, elle est ouverte à tous les soignants et à tous les pavillons. Donc voilà, on peut faire une... voilà, Aurélie va compléter ma réponse. Mais d'ores et déjà, on a commencé à former certaines équipes. Donc voilà, il nous faut du temps. Exactement. Le rendez-vous est pris. Et je pense que d'autres personnes seront peut-être intéressées En pour fait, venir je avec veux vous. bien juste compléter. Je pense que l'autre jour, tout à l'heure, vous disiez comment on peut développer tout ça dans le monde médical. Je pense qu'en fait, c'est le patient qui nous amène à développer ça, parce que alors du coup, l'aromathérapie, c'est très en vogue, c'est très à la mode, on a des patients qui arrivent en disant non, moi je veux que des plantes, je veux pas de médicaments, je veux pas. Alors comme l'a développé Cécile, ça peut être complémentaire, c'est pas à la place d'eux. Il n'est pas question de dire la chimie c'est nul, les plantes c'est mieux. Enfin voilà, ça peut être complémentaire. On peut faire des choses chouettes en diminuant les benzodiazépines, les hypnotiques, puisqu'on est 4e, c'est ça? Donc du coup, ce serait chouette à faire, mais je pense que c'est les patients qui vont nous y emmener, et puis peut-être l'amener eux dans l'hôpital. Parce que alors nous, en fait, c'est le CHU qui nous a mis la puce à l'oreille. Ils avaient développé ça en cancérologie, et on s'est dit ouais, il y a des choses à faire. Et puis après, pour le côté passionné, je pense qu'il ne faut pas être passionné par le projet qu'on veut développer, même si effectivement l'aromathérapie est quelque chose qui nous passionne bien, on n'est pas forcément obligé. Je pense qu'il faut être passionné, comme on le disait, par les soins, on veut apporter quelque chose à notre patient. On a toujours en ligne de mire le patient. Ça, c'est notre objectif principal. Ouais. Une deuxième question. Oui, alors pour l'instant, ce n'est pas une directive qu'on prend, mais j'ai reçu la semaine dernière, vous êtes dans mes pensées, j'ai reçu la semaine dernière une commerciale qui m'a présenté toute sa gamme de gémothérapie. C'est atrocement cher. Je n'ai pas les fonds pour développer tout ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'individuel, c'est vraiment des bonnes thérapeutiques aussi, mais il faut s'adresser à des gens qui connaissent. Voilà, toujours en quête de qualité, en quête de toutes ces choses-là. Pourquoi pas dans les années à venir, mais pour l'instant, hélas, je ne peux pas le développer. Hein. Alors, on les achète. On a des marchés, on a des conventions d'achat avec un laboratoire.
Évidemment, il a dû montrer patte blanche, très très blanche, pour rentrer à l'hôpital. Et voilà, il fournit des certificats voilà, de conformité, etc. On est très veillant sur tout ça, hein, c'est important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez aussi vigilants sur les huiles essentielles que vous achetez. Et voilà, on a des marchés, on développe notre gamme un petit peu. On était à 5, maintenant on est à 6 huiles. Voilà, on a toujours l'esprit sécuritaire aussi, hein, et on va s'adresser à un nombre important de patients avec les contre-indications qui sont les leurs. Donc, il y a des huiles qu'on ne développe pas pour l'instant, comme la menthe, poivrée, etc., qui présentent beaucoup de bénéfices, mais hélas, tellement de contre-indications. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a la possibilité, je regarde les organisatrices, de proposer encore une question, une dernière question, puisque nous avons presque dépassé l'heure. Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça a fait écho à quelque chose. En fait, vous disiez que les jardins de soins, les jardins thérapeutiques, c'était pas forcément pour un public spécifique. Et vous nous avez montré ici que... Je sais pas si vous m'entendez. Vous nous avez montré ici que du coup, ça peut être pour énormément de gens. Et moi, du coup, j'ai intégré là à la rentrée une association qui fait qui fait un potager avec les étudiants de l'université et en lien avec les universitaires sur le jardin botanique universitaire à Mialou. Et en fait, j'ai vécu ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que on est dans le jardin et en fait on parle comme si on se connaissait depuis très longtemps, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Et on passe tous des très bons moments à parler de plein d'autres choses que juste de potager. Donc voilà, ça a beaucoup fait écho à ça. Et du coup, une petite question, c'est qu'en parallèle, je fais des études en ergothérapie et je suis en dernière année. Et donc pour ma dernière année, je dois faire un mémoire. Et le thème de mon mémoire, c'est justement sur l'orthithérapie et le lien à la nature. Et voilà, du coup, je suis assez intéressée. Alors, pour tout vous dire, voilà, je termine très vite. Je vous laisserai répondre. Mais voilà, je suis très intéressée par vos contacts aussi, tout simplement parce que j'ai eu le temps tout juste de faire ma question de départ. Oui, je vous conseille un très bon livre. Vous savez quoi ? Écrit par une fille super sympa. Et vous savez quoi ? Je l'ai déjà. Mais j'ai pas tout lu. Elle l'a déjà lu. Mais c'est sorti assez récemment. Alors, du coup, j'ai eu du mal un peu à la voir. Mais oui. La question, c'est quoi ? Parce que et du coup, voilà. Non, mais c'était juste pour vous remercier. Et puis, du coup, voilà, un petit témoignage. Et puis, voilà, pour simplement aussi vous dire que je me suis orientée sur mon mémoire, sur le lien avec le vivant végétal et l'impact sur la qualité de vie auprès des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au pavillon Cousin, en sachant que moi j'y suis que jusqu'à fin octobre et après j'arrête. Mais je continuerai à suivre le jardin de soins. N'hésitez pas à passer nous voir. Parfait. Hein, vous nous appelez et puis vous passez nous voir. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Parfait. Dernière question que j'avais vue tout au fond. Il y avait une main levée. Allez, on vous écoute. Bonsoir. Donc ça fonctionne mieux. Merci pour cette conférence d'abord. Et puis ensuite j'avais une question. Vous parliez de la gestion des émotions et notamment de la salle Snozelen. Et je me questionnais sur l'éventualité d'un patio Snozelen où justement il y aurait un côté jardin thérapeutique avec beaucoup de plantes et puis ce côté aussi multiple sens de Snozelen. Est-ce que il y aurait peut-être une meilleure gestion des émotions avec les ondes gamma. Non, c'est alpha, pardon, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que ce patio, qui pourrait éventuellement être aéré différemment en fonction des saisons, est-ce que ça pourrait être une idée intéressante ou est-ce que ce serait une idée qui serait bonne à jeter aux plantes, aux fleurs ? Merci. Alors, moi, si je réponds, je ne vais pas être très objectif parce que j'ai vraiment, je suis pas une pro Snozelen, donc juste par mes valeurs, voilà. Et ce que je défends là à travers des jardins de soins, c'est
la relation avec le vivant. Alors, vous avez un espace Snowzellen? Alors, non, je n'ai pas été formée, mais un espace Snow et Hélène, c'est un espace confiné qui mélange plusieurs sens. Hein. On diffuse, on diffuse à la fois des lumières, on diffuse des odeurs et on diffuse aussi du son. Donc je rejoins, c'est très artificiel, un peu à l'opposé, je rejoins Paul, je pense que c'est pas tellement compatible. Ces deux concepts sont différents. Alors moi je suis pro Snow et Hélène. Oui. Alors, je vous propose qu'on refasse une table ronde sur ce thème en particulier. Et on a nos deux invités qui sont déjà pressentis. C'est un concept très très intéressant, mais c'est différent. Moi, je dirais qu'il ne faut pas mélanger les choses parce que le jardin de soins, c'est stimuler, bien sûr, la recherche et l'apaisement du patient, mais c'est aussi la stimulation des sens. Et la salle Nous LM, c'est l'inverse, c'est l'hypostimulation du patient. On ne va pas chercher à le stimuler, à le faire verbaliser sur sa mémoire, ses souvenirs, etc. Moi, je n'ai pas l'expérience de l'espace Nous LM, je ne suis pas pour non plus, mais c'est un espace d'hypostimulation où le patient de mémoire n'est pas forcément accompagné par un soignant. Si. Il y en a un, par exemple, il y en a un dans la structure Amadeus. Voilà, le soignant doit être, oui, mais c'est de l'hypostimulation. Hein. De l'hypostimulation. C'est de l'apaisement. Le jardin, je dirais, c'est plutôt l'inverse. Enfin, sauf pour les patients agités, mais un patient dépressif qui verbalise rien, on va essayer de le stimuler en stimulant ses sens. Les 5, les 10, enfin tous les sens qu'il a, quoi. Stimulation sensorielle, stimulation motrice, stimulation psychosociale. On pourrait revenir effectivement sur l'ensemble de ces bienfaits. Je voudrais vraiment vous remercier, mesdames, et peut-être avant de conclure, de manière très rapide, avec un seul mot, si vous deviez résumer le jardin de soins, chacune à votre tour, avec un seul mot. On pourrait faire l'exercice avec toute la salle, mais malheureusement, on n'aura pas le temps si on veut respecter les horaires. J'aurais adoré, mais ce n'est pas possible. Alors peut-être, on commence par vous. Un seul mot que vous retenez, que vous voulez faire passer sur le jardin de soins. Oui. Bien-être. Attendez, on va commencer par ici. Alors, vous l'avez dit. Merci. Elle a volé mon mot. Merci, Aurélie. Bien-être, bien sûr. Ouais. Et apaisement, enfin, émerveillement, j'en ai plein, en fait. Alors, j'en ai plein. Passez la parole à Roland. Moi, je dirais que le jardin, c'est la vie. C'est ce que je voulais compliquer un mot, parce que j'ai mis 3 ans à faire le bouquin. Un mot, on va un dire livre. reconnexion. Je vais dire reconnexion. Alors moi, j'avais le mot la vie. C'est vraiment la vie. Quoi. La vie, le bien-être. La qualité de vie, le positif. La salutogénèse, comment créer de la santé. Moi, j'ai tendance à dire souvent aux patients, à l'équipe qui m'entoure, et ça vient des Suisses qui disent que pour être en bonne santé, il y a le fameux MEDS. Alors, c'est pas médicament, c'est bien manger, faire de l'exercice physique, bien dormir, avoir une vie affective et sexuelle épanouie, sourire. Et avec vous, ce soir, j'ai envie de rajouter nature et jardin. Merci beaucoup pour cette soirée.